Alors, la phase de maturité, la meilleure, puisque c'est celle qui permet de récupérer le cash pour l'essentiel. Donc, c'est la phase de la rentabilité et des flux de trésorerie positifs. Très forte, pourtant, on a une très forte concurrence. Évidemment, puisque c'est la phase où on gagne de l'argent. Donc, nécessairement, la concurrence est plus violente. On distingue, donc, ce que je vous précisais tout à l'heure, maturité ascendante et déclinante, c'est pas la même chose. Quand il y a encore une perspective de légère croissance du marché ou qu'on est définitivement dans une perspective de déclin du marché. Quels sont les types d'investissements qu'on doit procéder à ce moment, auxquels on doit procéder dans cette phase-là? Des investissements de productivité. Pour quelles raisons? Pour être plus efficace en termes de coût de production, hein, et donc faire jouer un avantage concurrentiel. Je vous rappelle qu'il y a une présence de concurrents nombreux, donc là le prix va avoir son importance. Donc, investissement de productivité et dans la communication toujours. Troisième déclinaison de notre politique de communication. Cette fois-ci, c'est plus pour faire connaître, c'est pas pour distinguer, c'est pour assommer le consommateur, hein, c'est-à-dire asseoir la marque au fond du cerveau de chaque consommateur potentiel. Hein, et là, on est dans la publicité de type lessive, où effectivement, finalement, le message n'est pas si important que ça. Hein, c'est la répétition du message qui va créer parfois l'impulsion d'achat. Donc, voilà le type de communication généralement constaté en phase de maturité. Stratégie type. Alors, certains acteurs vont segmenter leur marché et ne s'intéresser qu'à un segment particulier. Et plus on avance dans le cycle de vie du produit, et plus il va y avoir une hyper-segmentation. Hein, on va essayer de diviser le groupe des consommateurs en sous-ensembles de plus en plus homogènes, mais par conséquent de plus en plus réduits. Donc, stratégie de segmentation ou d'hyper-segmentation. Ce qu'on appelle une stratégie de focalisation, focalisée sur un sous-ensemble du marché. On peut aussi pratiquer une stratégie de domination globale par les coûts. Il y a beaucoup de consommateurs qui vont chercher un avantage en termes de prix, hein, sur le produit, hein, puisque le marché est mûr. Donc ceux qui sont capables de mieux maîtriser leurs coûts, eh bien, sont ceux qui vont être capables de vendre le moins cher. Donc c'est une stratégie aussi que l'on peut rencontrer. Certains acteurs sont segmentés, hyper segmentés et différenciés. D'autres acteurs sont clairement dans la domination globale par les coûts. Alors, fidélisation des clients, ça c'est de la stratégie marketing type. Donc il y a des réponses marketing, hein, pour faire vivre le produit, hein, qui sont toutes les techniques de fidélisation. Et je pense qu'en tant que consommateur, vous voyez de quoi je parle. Et on va sortir des produits un petit peu éphémères pour faire vivre la marque, hein, pour faire vivre la politique produit. Hein, c'est ce qu'on appelle des séries limitées, donc avec des avantages clients immédiats pour certains segments de clientèle. Exemple, les automobiles avec les radios. Hein. Je ne sais plus quel modèle automobile avait sorti un modèle co-brandé avec énergie, par exemple. Ou les séries Peugeot Roland Garros, voilà encore un co-brandage. Hein, donc on comprend bien, ce sont des séries limitées. Ce sont, dans le cas de Roland Garros, une série haut de gamme, plutôt prestige, hein, qui redore le blason de la marque et qui est très limitée en termes de clientèle visée. Hein, donc on sort ça pour animer, si vous voulez, à la fois la marque et dynamiser le produit. Donc série limitée ou co-brandée. Phase de déclin. Enfin, les ventes diminuent progressivement. Le nombre de concurrents diminue aussi, puisque les moins bons seront le plus rapidement les moins rentables, donc se dégageront les premiers. On peut continuer ou on peut abandonner le produit. Hein, tout va dépendre de ce qui coûte encore et de ce qui rapporte. Là, on est vraiment dans la logique pure et simple
au niveau budgétaire de la comparaison des coûts et de la comparaison des gains. On arrête tout investissement, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on élimine tout élément de coût superflu. On fait avec les installations du bord et on modernise plus rien. Généralement, même, on va rationaliser les gammes. On voit au niveau de la stratégie type, on rationalise les gammes, c'est-à-dire que on va réduire le nombre de modèles pour que ça coûte moins cher. On verra que la multiplication des modèles dans une gamme, c'est extrêmement coûteux pour les entreprises. Donc il faut toujours veiller à ce que ça va nous rapporter couvre les coûts de gestion supplémentaires d'une gamme. Dans ces cas, en phase de déclin, ça ne couvre plus, donc on limite à 1 ou 2 modèles. Et puis, donc, pour les autres, progressivement, stratégie de désengagement. Se désengager, c'est quoi ? L'atelier, je vais le reconvertir dans la fabrication d'un nouveau produit. Donc, c'est une continuité de l'activité, mais ça peut être aussi revendre des actifs à une autre entreprise. Nous, on n'est plus intéressés, mais il peut y avoir un acteur qui va chercher à collectionner les parts de marché dans ce domaine. Donc, on va essayer de revendre ces actifs à une autre société. C'est donc la problématique de cession d'actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut valoriser un produit en phase de déclin, c'est tout simplement. Alors, il faut s'y prendre, il faut que la branche de l'entreprise soit en très bonne santé, évidemment, que l'activité soit encore rentable, et puis il faut s'y prendre suffisamment tôt dans la phase de déclin pour que l'acheteur il ait encore un potentiel de gain. Alors, revenons sur le cycle de vie des produits. Qu'est-ce qu'un cycle de vie ? Donc, on doit cette représentation à Leavitt dans les années 50, 60, qui montre l'évolution des ventes depuis le lancement du produit jusqu'à sa disparition du marché. Alors, il y a même des versions, si vous voulez, où on rajoute une phase d'avant-vente, qui est une phase donc de recherche et de développement du produit. Pourquoi la mettons ? Parce qu'il y a une exploitation financière, si vous voulez, de ce cycle de vie. On peut connecter le cycle de vie du produit au flux financier de l'entreprise. Donc, évidemment, la phase d'avant-vente est une phase de dépense, puisque on va mettre en œuvre toute la recherche et tout le développement pour le produit. Alors, voici la représentation du cycle de vie des produits et la prescription sur les différentes phases. Donc, la représentation est très simple. On a le temps en abscisse comme d'habitude, et on a le volume des ventes qui se trouve en ordonnée. Donc, on distingue 4 phases. Une phase d'introduction, qui est aussi appelée phase de lancement du produit. Alors, c'est une phase on voit bien, où les ventes décollent peu. C'est-à-dire que la croissance des ventes du produit est relativement faible. Pourquoi ? Parce que le produit n'est pas encore connu. Donc, d'abord, il y a tout un travail de défrichage du marché pour arriver à faire connaître le produit. Et puis, si le produit fonctionne, ce qui n'est pas du tout forcément le cas, on peut s'arrêter à la phase de lancement. Il y a des produits avortés. Et donc, en phase de lancement, tout s'arrête. Si tout va bien, le produit rentrera en phase de croissance. Alors, en phase de croissance, comme le nom l'indique, le chiffre d'affaires généré par le produit augmente considérablement. Mais des concurrents apparaissent, puisque du coup, un véritable marché est constitué. Des suiveurs déboulent sur le marché et viennent contester la position du premier entrant. Cette croissance dure plus ou moins longtemps. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la durée de cette phase. Et à un moment donné, pour des raisons que nous verrons différentes, le marché va se stabiliser et connaître une phase de maturité. La maturité étant une phase de croissance zéro. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez bien comment est faite la période de maturité, il faut distinguer 2 sous-périodes dans la période de maturité. Une phase de croissance lente, on parle de maturité croissante, et une phase de légère décroissance, et on parle de maturité décroissante. C'est très important de distinguer
ces deux sous-phases dans la phase de maturité. Pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous consommons sont en phase de maturité. Hein, donc il est utile de spécialiser un petit peu l'analyse de cette phase. Et puis, le produit, victime du progrès technique ou victime de ses substituts, par exemple, eh bien, va décliner inexorablement, hein, et va finir par disparaître. Généralement, sa disparition est anticipée par les entreprises, c'est-à-dire que dès que le marché devient confidentiel, trop en tous les cas pour qu'on puisse gagner de l'argent, eh bien, les entreprises arrêtent tout simplement de proposer le produit au marché. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. On va le voir, un cycle de vie de produit ne suit pas nécessairement les phases de ce cycle avec une telle régularité.